Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être présents pour un sujet qui, je crois, intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Évidemment, beaucoup d'élus dans le cadre de la campagne électorale qui va commencer, de beaucoup d'habitants évidemment, le sujet de la revitalisation des centres-villes. Est-ce une mission impossible? Alors derrière ce titre un peu provocateur, évidemment, l'idée c'est qu'il y a une réalité derrière tout ça. On voit des centres-villes parfois qui se désertent, des locaux qui sont vides, des taux de vacances qui augmentent. Mais il y a surtout des équipes aussi, des commerçants, des clients, des acteurs qui mettent en place des actions justement pour contrer un petit peu tout ça. Euh, il faut dire que c'est devenu un enjeu national. Les centres-villes aujourd'hui concentrent beaucoup de problématiques d'habitat, de mobilité, de pouvoir d'achat, et aussi de leviers puissants de transformation urbaine. C'est là-dessus qu'on va essayer d'appuyer aujourd'hui. Plusieurs publications récentes viennent d'ailleurs de nourrir cette réflexion. C'est notamment le rapport remis il y a 15 jours maintenant par la Banque des Territoires qui vient formuler 30 recommandations pour revitaliser les cœurs de ville. Ce rapport rappelle que les loyers sont très fortement, dans certains cas de figure, décorrélés de la réalité aujourd'hui, que les charges augmentent pour beaucoup de commerçants. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a des grandes chaînes, des franchises qui ferment, des indépendants aussi qui ferment. Et c'est compliqué souvent de trouver des solutions à tout ça. Donc le commerce numérique également a plus que doublé en moins de 10 ans, atteignant 175 milliards d'euros d'achats en 2024, contre seulement 65 milliards en 2015. Et certaines plateformes internationales représentent près de 22% des colis livrés par la Poste, contre seulement 5% il y a 5 ans. Pour en discuter aujourd'hui, nous avons Émy Dauphin, responsable du pôle commercial chez Ancoris, filiale d'Axtome, acteur engagé depuis plus de 30 ans dans le développement économique et notamment dans la revitalisation des cœurs de ville. Émy traite au quotidien, on va dire toutes les semaines en tout cas, des dizaines d'échanges avec des commerçants, des franchisés, des indépendants qui portent des projets d'implantation dans les cœurs de ville. Nous avons également Nicolas Bonnefoy, gérant, cofondateur, acteur reconnu de l'urbanisme commercial et de la programmation économique dans les centralités. Vous accompagnez, vous, des collectivités, des bailleurs, dans la définition de stratégies foncières, de redynamisation des rez-de-chaussée également, commerciaux, et puis la mise en œuvre de projets urbains mixtes de façon générale. Et enfin, Émilie Palliu, chargée de mission développement économique pour le compte de l'agglomération de Brive, qui viendra nous présenter des démarches très concrètes en termes de redynamisation de centre-ville, justement, pour faire revenir les activités dans les cœurs de ville. Pour commencer, donc Émy, je le disais tout à l'heure, vous échangez beaucoup avec des dirigeants d'entreprises, des porteurs de projets, qui soient créateurs ou des gens déjà bien établis qui souhaitent développer leur franchise. Qu'est-ce que vous avez noté ces derniers mois justement sur la transformation et sur les nouveaux marchés? Merci Yannick pour l'introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardon. Donc effectivement, je vais vous partager en quelques minutes les principales tendances qu'on observe sur le marché de l'implantation commerciale. Pardon. Notamment sur les profils des porteurs de projets qu'on accompagne. Donc la première donnée que je vais vous communiquer, c'est surtout sur la forte évolution des projets qui sont portés aujourd'hui par les indépendants. Ça représente pratiquement 70% des projets qu'on détecte. Donc c'est une forte évolution qu'on a constatée sur ces 2 dernières années. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, on a une baisse assez importante des projets portés plutôt par les enseignes. Et ça, j'y reviendrai par la suite. Donc pour cette grosse partie, donc 70% des projets, comme je le disais, des projets portés par des indépendants, ce qui est important de noter, c'est qu'on va avoir tout type de profil, à la fois des personnes tout juste sorties d'études qui veulent se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat, des personnes qui sont salariées depuis un certain nombre d'années et qui veulent entamer un projet de reconversion, et aussi des personnes qui sont plutôt en fin de carrière, qui veulent lancer un dernier projet avant de partir en retraite. Une donnée aussi qui est assez intéressante, c'est que dans la grande majorité, donc 83% de ces projets sont très captifs. On est sur des personnes qui ont une réelle volonté de pouvoir contribuer à la dynamique de leur centre-ville, là où ils ont grandi, là où ils résident encore à l'heure actuelle, et de pouvoir offrir aux habitants de leur ville des commerces de proximité. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils vous expriment au quotidien? Qu'est-ce qui fait le choix à la fin, qu'ils vont aller dans telle ou telle ville ou qu'ils vont choisir un local plutôt qu'un autre? Alors effectivement, sur les critères qui reviennent et qui sont assez importants pour à la fois les porteurs de projets et les enseignes, le premier critère, sans doute, ça va être l'emplacement. L'emplacement, ça c'est ce qui revient pour tout le monde. Donc un emplacement avec une bonne visibilité, une bonne accessibilité également. Donc ça c'est vraiment très important. Le deuxième critère, ça va être un local qui est en bon état, bien sûr, et à un loyer raisonnable. C'est ce que vous évoquiez, Yannick,
auparavant, puisque aujourd'hui, donc sur ces projets, comme je le disais, la grande majorité vont être portés par des indépendants. Les indépendants, aujourd'hui, ils vont investir avec un apport qui est quand même relativement modéré, 5, 10, 15, 20 000 euros dans la grande majorité des cas. Donc forcément, ils ne peuvent pas se permettre d'investir dans des travaux qui vont être trop conséquents. Et le dernier critère quand même qui est assez important, c'est l'accompagnement des collectivités. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui peut faire la différence. Donc est-ce que vous avez un exemple en tête justement d'un projet où ça a vraiment fait la différence Complètement. Un projet qu'on avait détecté d'une pâtissière assez réputée dans son domaine, qui à la base ciblait une implantation sur la ville d'Avignon et qui finalement a détecté un local sur la commune de Cavaillon. Et la réactivité justement de la municipalité, la prise en charge de son dossier, les propositions de locaux ont fait la différence. On a eu une implantation concrétisée en 1 mois à peine. Donc cette personne a ouvert un restaurant pâtisserie spécialisé dans tout ce qui est franco-japonais. Un commerce qui fonctionne très bien. Et donc ça représente aussi, je crois savoir, les projets que vous détectez au quotidien, c'est-à-dire une forte reprise du commerce de bouche, du commerce très local finalement qui ne peut pas s'acheter sur Internet. Exactement, ça c'est des choses que le e-commerce ne peut pas remplacer. Donc nous, sur les 3 grands domaines qui reviennent vraiment le plus souvent dans les projets qu'on accompagne, pour 35% des projets, ça va être du commerce de détail non alimentaire. Donc ça peut comprendre tout ce qui va être friperie, seconde main par exemple, qui est assez tendance en ce moment. Les concept stores aussi, ça fonctionne assez bien. Les commerces divers, tout ce qui va être fleuriste par exemple aussi, on a accompagné un projet, pour citer un exemple également, sur la commune du Creusot. Et c'est un projet qui répondait totalement aux attentes de la mairie, qui avait un départ à la retraite d'une fleuriste. Donc voilà, ça peut être ce type de projet-là. Sur la deuxième place du podium, on a 27% des projets qui sont des projets de restauration, à la fois de la restauration traditionnelle, mais également tout ce qui va être restauration rapide. Ça, on peut le voir notamment pour les projets d'enseigne aussi. C'est des choses qui fonctionnent très bien. Et 15% des projets sont les commerces alimentaires, effectivement. Commerce de bouche, épicerie fine, boucherie, poissonnerie, pâtisserie, coffee shop aussi. Qui sont des projets qui sont aussi en lien avec les attentes des consommateurs, de la clientèle qui veut pouvoir profiter d'un moment convivial en partageant un repas. Alors justement, en parlant de ces attentes des consommateurs, on voit aussi l'émergence de concepts mixtes, alors qui existent pour certains depuis longtemps, mais avec un vrai regain d'intérêt, en tout cas pour certains de ces commerces. Tout à fait. Les commerces mixtes, typiquement librairie, salon de thé, ça c'est des commerces qui fonctionnent assez bien. On a eu le cas aussi d'un projet sur la communauté d'agglomération de Brive, où on a eu un projet assez complet avec atelier café céramique, de la vente aussi d'articles de broderie, etc. Donc ça veut dire que les clients qui viennent en centre-ville en fait ne viennent pas uniquement pour consommer, acheter un objet, mais pour y passer du temps et puis finalement vivre une expérience. Ouais, très bien. Ouais. C'est ça. Alors très bien, merci Amy. Est-ce que vous y a d'autres éléments comme ça que vous souhaitiez mettre en avant par rapport? Peut-être un dernier élément effectivement pour conclure, juste sur la partie baisse des projets portés par les enseignes que j'évoquais au tout début. Donc il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ça, mais une des principales raisons, c'est qu'aujourd'hui la plupart des franchises qui se développent en franchise, avec la nécessité d'avoir un ou une candidate susceptible de pouvoir porter le projet localement. Sauf que la difficulté, c'est qu'il faut identifier donc une personne qui a à la fois les compétences nécessaires, mais aussi les fonds nécessaires, puisque les projets en franchise, généralement, demandent des droits d'entrée qui peuvent aller assez vite en fonction des domaines d'activité. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on a une baisse des projets portés par les enseignes. Très bien, très clair. Merci Amy pour ce constat. Merci beaucoup. Nicolas Bonnefoy, donc co-gérant et fondateur d'Intensité. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, on parlait tout à l'heure du rapport remis par la Banque des Territoires avec une trentaine de recommandations. Au-delà, pour revenir avant ces recommandations, il y a un constat qui a été fait sur des loyers, etc. Est-ce que il y a des choses que vous avez remarquées qui manquent peut-être, qui n'ont pas été évoquées par rapport à ça? Alors, c'est intéressant, ça fait le parallèle avec ce que tu disais, Amy, sur le fait que la revitalisation des centres-villes, c'est surtout pas une mission impossible. Et le problème, finalement, c'est pas tant l'envie des habitants de fréquenter leur centre-ville. On sait peu ou prou qu'il y en a 89% des habitants qui fréquentent un centre-ville. Le problème, c'est la proposition. Et donc, un des premiers sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est de bien comprendre le problème que l'on a à résoudre sur le pourquoi aujourd'hui on n'a pas cette proposition de valeur dans nos centres-villes.
Et je voudrais à travers 3 cas concrets vous présenter que ce n'est pas une fatalité des centres-villes qui se dévitalisent. Alors, un bon diagnostic, c'est important parce que la vacance a doublé, elle a augmenté à 14% à peu près aujourd'hui. Et les causes, elles sont multiples. On les connaît, elles ont été extrêmement documentées. Les premières causes, c'est les concurrences qui sont assez nouvelles, les retail parks, les e-commerce, le discount. L'actualité est riche là-dessus. C'est aussi parfois une offre héritée qui est surdimensionnée dans la plupart des villes. C'est des habitudes de consommation qui changent. Émilie l'évoquait il y a une seconde. C'est-à-dire moins de biens, moins de produits, plus d'usages, plus de services. C'est aussi des locaux qui sont parfois pas tout à fait adaptés, des baux qui sont trop rigides, des prix qui sont trop chers. Et puis, il faut le dire aussi, c'est un cadre urbain qui n'est pas toujours, qui ne donne pas envie toujours de s'arrêter. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces raisons, mais il faut aller plus loin. Et il faut savoir écouter les territoires. Et à partir de là, je voudrais revenir sur 3 cas qu'on a accompagnés, où on a essayé d'aller au-delà de ces cas génériques pour comprendre le vrai problème à résoudre, pour redonner envie aux gens de fréquenter les centres-villes. Donc oui, c'est ça. Vous avez un avant-après en fait de 3 villes, 3 cas avec un constat qui était assez négatif initialement et puis avec une vraie transformation sur ces 3 villes. En tout cas, un constat qui était négatif et puis surtout un vrai problème à résoudre. Alors on a 3 cas de figure à Charenton-le-Pont, à Auch et à Saint-Genis-Laval. Alors très, très rapidement, Charenton-le-Pont, c'est plus 40% de nouveaux habitants en 20 ans. Et c'est un profil jeune de CSP+, population dynamique et familiale, qui ne fréquentait plus du tout le centre-ville de Charenton. Et donc le vrai problème à résoudre, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'était une offre commerciale et presque une offre de centre-ville qui était en décalage complet avec la demande de ces nouveaux arrivants. À Auch, le problème qu'on a eu à résoudre, c'est une dichotomie entre des élus qui avaient beaucoup investi dans le centre-ville, embellissement d'espaces publics, rénovation de la caserne Espagne, et un décrochage du tissu économique, ce qui fait qu'il y avait une perte de confiance entre les deux. Et donc très vite, on a compris que c'était ce lien de confiance qu'il fallait qu'on travaille. Et puis à Saint-Genis-Laval, périurbain de la métropole de Lyon, arrivée du métro, des promoteurs qui sautent sur la ville, des projections qui montrent que doublement de la population en quelques années, changement d'échelle, et on a senti des élus qui avaient du mal à appréhender cette nouvelle ambition commerciale. Alors une fois qu'on a posé le bon problème, le résoudre, c'est pas de la magie, c'est tout un processus qu'on engage avec des élus, des techniciens, des partenaires, des habitants, des commerçants. Et on essaye ensemble de réfléchir à plusieurs problèmes. La première chose, c'est comment on se positionne par rapport aux autres villes, par rapport à l'environnement concurrentiel. Qu'est-ce qui fait la différence de notre centre-ville par rapport à d'autres villes? La deuxième chose sur laquelle on essaie de travailler, c'est de bien comprendre les public cibles, c'est-à-dire à qui on s'adresse, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes, c'est tout ce que tu racontais tout à l'heure, Amy. Et ensuite, c'est d'identifier le potentiel du territoire, c'est-à-dire l'adéquation entre l'offre et la demande, quels sont les formats qui vont bien fonctionner sur notre territoire, quelles sont les tendances sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Vous parliez d'identifier les besoins sur l'offre et la demande de la part des consommateurs, oui. Mais la difficulté aussi, c'est qu'il y a souvent une différence entre ce qui est annoncé, ce qui est dit, et puis la réalité des choses. Et en plus, différence aussi à trouver les bons opérateurs qui vont pouvoir demain venir sur notre territoire et qui souhaitent surtout, qui le peuvent venir. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la capacité d'aller dans des centres-villes qui, au moment T, sont peut-être moins dynamiques qu'à une époque. Et puis la dernière chose, c'est d'agir au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire de trouver la bonne action qui va permettre de générer beaucoup d'impact sur la centre-ville. Alors ça donne quoi, toutes ces informations? Eh bien, ça donne que dans les 3 villes sur lesquelles qu'on a pu accompagner, on a des dynamiques qui ont été largement enclenchées. Alors on travaille à 24 mois, c'est un horizon qui nous semble raisonnable.
Et alors à 24 mois, je reprends mes notes, hein, on a à Charenton-le-Pont 10 boutiques qui ont été ouvertes, qui sont des librairies, des commerces de bouche, des épiceries bio. On a une rénovation intégrale du marché avec la création d'une buvette, parce que ces jeunes cadres qui s'étaient installés, ils avaient du mal à rester le week-end sur la ville. C'est aussi tout un travail avec des artistes pour faire vivre l'espace public le temps du week-end. Donc ça, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui a été créé, des artistes qui viennent aussi, donc c'est faire venir les gens en centre-ville, là où pour faire ces achats, finalement, ils auraient pu aussi le faire dans des zones commerciales à l'extérieur de la ville. En fait, on se rend compte que ce que les habitants souhaitaient, ce n'est pas tellement beaucoup de nouveaux commerces, c'est surtout des lieux où ils peuvent demain vivre une expérience, avoir un service, un usage qu'ils n'ont pas ailleurs. Peut-être retrouver aussi un lien social comme à la sortie de l'école. Tout à fait, tout à fait. Alors à Saint-Genis-Laval, pareil, hein, 24 mois plus tard, on en a 10 nouveaux commerces qui ont été ouverts en 18 mois. Ça représente 10% de l'offre du centre-ville. Et surtout, on a senti une équipe municipale qui sortait plus confiante, plus renforcée dans la stratégie et dans les actions qu'elle avait à conduire. Et puis enfin, à Auch, on a un taux de vacances qui est passé de 20 à 10%, toujours en 24 mois. On a une vingtaine d'ouvertures de boutiques. On a un parcours marchand qui a été complètement restructuré autour de la gastronomie, du patrimoine. On a créé un festival de la gastronomie qui a été un vecteur d'image. Pour que vous vous souvenez, le problème qu'on avait à résoudre, c'était que les commerçants et les élus avaient du mal à se parler. On a travaillé sur les assises du centre-ville qui ont permis de faire rencontrer les deux mondes. Et on a aujourd'hui une dynamique qui est enclenchée. Alors pour conclure, donc un centre-ville n'est jamais condamné, mais il ne se réinvente plus à coups de mètre carré. C'est ça la base. Aujourd'hui, vous avez une donnée d'ailleurs par rapport au mètre carré, c'est le nombre de surfaces disponibles a doublé en fait depuis 1995, c'est ce que vous disiez? Exactement, c'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de mètres carrés, mais on n'a pas doublé le nombre d'habitants dans nos centres-villes. Donc il y a un décalage qui est important. Et finalement, et je conclurai là-dessus, notre rôle, nous, en tant que conseil, c'est vraiment d'aider les collectivités à identifier ce qui peut redonner du sens à leur lieu de vie stratégique, donc le centre-ville, et de le traduire demain en un récit, en des actions qui soient concrètes et qui soient activables par leurs équipes et par leurs partenaires. Merci Nicolas. Merci. Émilie, j'imagine que tous ces exemples vous parlent. Donc vous travaillez pour le compte de l'agglomération de Brive. Alors vous travaillez sur les sujets du commerce, mais en réalité les sujets du commerce pour attirer des gens en centre-ville sont un peu plus larges. Il y a des notions de logement également qui sont importantes. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place à Brive pour justement faire revenir les gens en centre-ville ? Alors, bonjour à tous. Je m'excuse pour la qualité de ma voix, j'espère que vous m'entendrez correctement. Juste pour situer rapidement Brive. Brive, on a 46 000 habitants, on a un bassin de vie de 115 000. On est à 2 heures de Bordeaux, 2 heures de Toulouse. Voilà. Et donc, en effet, pour travailler le commerce, refaire venir du chaland en centre-ville, il faut aussi faire revenir des habitants. Je travaille pour le compte de l'agglo de Brive, mais pour une EPL, la Société publique locale de Brive Agglo, ce qui nous permet vraiment d'avoir plus d'impact, puisqu'on a vraiment un outil opérationnel pour l'agglo en termes d'immobilier, c'est-à-dire pour traiter aussi bien des sujets d'habitation, de commerce ou mixtes. C'est-à-dire qu'au sein de notre équipe, on va pouvoir faire des études de faisabilité, visiter des biens, les gérer, les réhabiliter, et ensuite les remettre à la vente ou à la location. Par exemple, demain, j'ai un rendez-vous à 10h sur un bâtiment qui est totalement délabré, où on a cette mixité commerciale et habitation. Et on a calé un rendez-vous, donc France Domaine vient pour l'évaluation. Ma collègue chargée d'opération sur la partie bâtimentaire va venir nous faire une première évaluation de l'état de dégradation et des travaux. Ce qui fait que rapidement et en peu de rendez-vous, on pourra déjà se dire et présenter quelque chose au président d'Agglo. On y va pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et aussi faire un retour au propriétaire de ce bien. Et ça recoupe ce que disait Amy tout à l'heure, c'est-à-dire l'attente aussi des porteurs de projets, c'est d'avoir un bien qu'ils peuvent exploiter en fait immédiatement sans avoir des gros travaux à faire et avec un loyer modéré. Exactement. Et donc ça finalement votre SPL le permet via cette prise de risque. On essaye, c'est pas toujours simple parce que souvent on réhabilite des biens qui sont qu'un particulier ne pourrait pas faire en termes de financement.
Il y a aussi un gros sujet, c'est qu'on essaye d'avoir une maîtrise du foncier un peu plus importante. Alors pas parce que la ville de Brive va être propriétaire, pas du tout, mais pour vraiment avoir un impact sur ces fameux loyers qui sont trop élevés par rapport à la réalité du marché. Et donc du coup, de par des études qu'on a pu faire et des échanges même qu'on avait pu avoir avec Nicolas, si on maîtrise 10 à 15% du foncier sur une rue commerçante, on peut réellement avoir un impact sur les loyers. Alors l'objectif, c'est pas du tout de faire du dumping, c'est d'être au prix du marché. Et du coup, de aussi ouvrir le dialogue avec les autres propriétaires pour ne pas leur dire ok, le prix du marché c'est 150 € du mètre carré à l'année. Non, c'est pas ça l'objectif, c'est de voir quelles sont aussi leurs contraintes à eux et de créer le dialogue pour pouvoir avancer mieux, avancer plus vite et les aider aussi à trouver des porteurs de projets. Je crois, Émilie, ce que vous dites, c'est important. C'est-à-dire que quand on se porte acquéreur de foncier, de socle actif, c'est pas tellement pour faire du dumping, vous l'avez très bien dit, c'est vraiment pour donner la possibilité à tous les commerces, à tous les porteurs de projets de pouvoir s'implanter et donc d'avoir une diversité dans notre centre-ville qui est la plus importante possible. Parce que ce dont on a souffert, c'est... alors, c'est pas pour faire mais c'est trop de banques, trop d'agences immobilières, c'est toujours les mêmes typologies de commerce qu'on retrouvait dans les meilleurs millénaires. Ouais, tout à fait. Et alors, vous parliez justement de cette prise de risque finalement, parfois. Est-ce que vous le portez seul ou est-ce que vous avez d'autres acteurs de l'État, de la région qui viennent vous accompagner dans ce sujet ? Alors sur l'immobilier commercial, ça va être au niveau de la ville et ou au niveau du coup de la SPL, de la SEM, où on va pouvoir faire des montages financiers au niveau des deux. Ensuite, au niveau de l'habitat, en effet, vu qu'on est Action Cœur de Ville, on peut avoir des aides de la région, du département, pour vraiment accompagner à ce niveau-là. Et d'ailleurs, au niveau habitat, il y a un objectif de remettre 100 logements neufs, libres, à la vente. Alors 100, ça peut paraître peu. Il y en a déjà 40 qui ont été mis en place. Grosso modo, l'objectif, c'est de la réhabilitation ou de la création de petits immeubles qualitatifs et où derrière, on vend les lots. Donc il y en a déjà une quarantaine. Il y en a encore une soixantaine prévues d'ici, on va dire, 18 mois, 2 ans. Et ce qui permet justement de remettre du chaland et de proposer du logement donc qualitatif. avec une clientèle captive aussi, qui est déjà sur Exactement. place, des familles qui vont venir Exactement. pouvoir passer du temps, Tout à consommer fait. aussi en centre-ville. Oui, avec différentes tailles de logements qui permettent d'accueillir aussi bien des gens seuls que des familles avec enfants. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une politique globale au sein de l'agglomération de Brive, pas uniquement sur le rachat de vitrines, mais vraiment sur le logement aussi, sur l'animation, sur d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres justement actions de ce type que vous avez pu mettre en place ? Alors, un exemple sur un bâtiment qu'on est en train de finir de vendre, qui était une ancienne trésorerie publique où on avait 2 étages de locaux commerciaux, donc 400 mètres carrés, et ensuite l'appartement de l'ancien trésorier et un autre logement. Donc, on est même très, très fiers de nous, puisque la commande de monsieur le maire, c'était de remettre un métier de bouche. Donc c'est pas forcément simple parce que ça faisait 2 ans entre guillemets qu'on avait ce gros local sur le dos qui avait coûté à la ville au global sur l'ensemble 670 000 € et qu'on a revendu en 3 lots différents avec forcément des travaux très importants. Et on a une entreprise artisanale locale de boulangerie-pâtisserie qui produit à un niveau industriel mais qui reste quand même une entreprise locale et qui fait pas mal de B2B, qui a décidé de se lancer sur un nouveau projet, de créer un atelier boutique de biscuiterie qui va s'appeler Le Lingotin, en rappel à la trésorerie publique, donc ça sera un financier tout simplement, et qui va nous permettre donc d'avoir cette boutique avec l'atelier ouvert, son espace B2B, parce qu'il travaille avec des gros clients comme HelloFresh et d'autres, et ensuite les 2 autres appartements qui ont été vendus à des particuliers. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une stratégie globale, encore une fois, c'est l'organisation que vous avez aujourd'hui qui vous permet d'avoir cette stratégie globale. Qui nous permet d'aller plus vite en termes de décision et plus fort en termes de moyens, puisqu'on peut à la fois jongler avec, les budgets villes et les budgets attribués aussi par la ville à la SEM. Pour trouver ce porteur de projet sur les financiers, Le Lingotin, vous êtes passé comment ? C'était un appel à projet Alors non, on n'a pas fait d'appel à projet. Donc déjà, on travaille, je travaille avec Amy, on a nos points mensuels depuis quelques temps maintenant. Donc on a déjà la diffusion du local à louer ou à vendre sur le site de Pôle Implantation Commerce. Et ensuite, on diffuse aussi, on collabore avec les agents immobiliers locaux
qu'on voit une fois par mois. Et dès que j'ai des demandes, j'envoie à tout le monde et entre guillemets que le meilleur gagne. Et là, c'est soit eux m'envoient des biens, soit vice-versa. C'est plus souvent eux, excusez-moi, où je leur envoie des recherches. Et c'est par le biais là, d'un agent commercial qu'on a pu trouver le porteur de projet. Donc on essaye vraiment d'activer le réseau du conseil général aux entreprises. Ouais. Alors, peut-être quelques chiffres pour donner un peu une notion, Oui. peut-être certaines communes qui nous regardent. En termes d'investissement immobilier public, qu'est-ce que ça représente là, sur le dernier mandat ou sur ces dernières années ? Alors au niveau, on va dire, requalification, au niveau de l'espace public, il y a une halle Gaillarde qui a été totalement créée en 2019, qui a coûté un peu plus de 3 millions d'euros. Comme le disait Nicolas tout à l'heure, donc là ça accueille 14 commerçants dont 12 métiers de bouche et ça c'est ultra important parce que qu'est-ce que font les gens ? Ils viennent à la halle le week-end, la semaine aussi bien sûr, mais le week-end dès qu'il y a un petit peu de soleil, c'est un endroit festif et convivial, familial entre amis. On voit notamment que ce nouvel espace public qui est un tout petit peu en dehors du centre-ville, mais très peu. Mais bon, comme dans beaucoup de villes de province, les gens n'aiment pas trop marcher, donc on voit que ce flux se crée au bout de 6 ans, grâce au flux piéton qu'on suit. On voit vraiment qu'il y a vraiment un parcours client qui s'est créé avec cette halle. Ensuite, il y a eu aussi au niveau des réhabilitations des commerces, un budget global incluant la halle dont je viens de parler, de 5,4 millions sur des locaux qui ont été réhabilités, qui sont soit encore loués, soit qui ont été loués et revendus aux commerçants. Très bien. Peut-être pour conclure, parce qu'il nous reste 3 minutes, j'aimerais bien vous poser quelques questions voilà, pour peut-être reposer un peu tout ça. Quel levier aujourd'hui vous semble prioritaire à activer demain pour redynamiser les centres-villes ? Est-ce qu'il y a une action en particulier que vous souhaiteriez mettre en place qui vous paraît essentielle ? Nicolas, tu veux commencer ? Je commence. Peut-être que c'est redonner aux élus en particulier de faire passer l'idée aux élus que leur centre-ville, il a du potentiel. Peut-être pas le même qu'il y a quelques années, d'une manière probablement différente, sur des périmètres qui sont plus réduits, mais que chaque territoire a son potentiel, et ça c'est très important. Nous on travaille autant dans des grandes métropoles que dans des territoires ruraux, et à chaque fois, que ce soit une boutique, une rue, une place, un centre-ville avec quelques rues et places et croisements, chaque fois, il faut trouver le pourquoi ça pêche et essayer d'y apporter une réponse. Mais chaque territoire a un potentiel et parfois les élus qui sont sans cesse un peu sollicités par les commerçants, les habitants qui leur rappellent que rien ne va, leur dire si, vous avez du potentiel dans votre commune et on va vous accompagner pour le libérer. Très bien, merci Nicolas. Amy, justement, par rapport à votre expérience que vous avez, avec les échanges que vous avez avec les commerçants, est-ce qu'il y a une action qui vous marque ? Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, justement, sur le fait que chaque territoire a son potentiel. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais nous, on le voit sur le programme Pôle Implantation Commerce. On accompagne à la fois des petites villes, des moyennes villes et des plus grandes villes. Et finalement, effectivement, chaque territoire a ses atouts. Des petites et moyennes villes, aujourd'hui, ont vraiment toute leur place sur le marché de l'implantation commerciale, parce que finalement, elles ont d'autres atouts que n'auraient pas forcément des métropoles, notamment sur tout ce qui va être concurrence, par exemple. Sur des petites et moyennes villes, on n'est pas forcément confronté aux mêmes choses. Il y a peut-être une demande qui est très portée sur les métropoles et les grandes villes qui sont de la part des franchises, des franchisés. Exactement. Alors qu'à l'inverse, sur les moyennes, petites villes, beaucoup d'indépendants finalement peuvent porter des projets. Tout à fait. Émilie, pour vous, une action peut-être à retenir ? Une action, alors je vais rester un peu sur la même thématique, mais pour moi l'action principale c'est la maîtrise du foncier. Déjà la maîtrise de l'immobilier. Et ensuite de continuer justement, à un moment donné on s'était posé la question, est-ce qu'on continue à prospecter, à mettre ce budget-là ? Et on a dit ouais, mais quand ça va redémarrer, on aura mis en l'air peut-être 2-3 ans de boulot qui ont été arrêtés, donc on a décidé de continuer. Au final, cette année, il y a moins de projets. Par contre, il y a plus de projets qui ont vu le jour en taux de transformation. Et en effet, il y a aussi une résilience à avoir parce qu'on a beaucoup plus de services. Alors, attention, services, j'inclus aussi tout ce qui va être loisirs. Mais on a beaucoup plus de médical aussi parce qu'on s'est tourné plus vers ça, puisque on en manque tous. Et voilà, donc j'allais dire résilience avec et immobilier.
C'est important ce que vous dites au sujet du médical, c'est-à-dire qu'au-delà du commerce de la vitrine, c'est faire venir aussi via d'autres activités finalement les gens en centre-ville. Faire venir les services dont les habitants, dont les travailleurs ont besoin. Très bien, merci pour ce mot de la fin, Émilie. Merci à tous, j'espère que ça vous a intéressé. Peut-être y a-t-il certaines questions dans la salle qu'on peut prendre, une ou deux au maximum. Oui. Allez-y. Bonjour, je vais faire court. Vous avez beaucoup évoqué les critères de succès pour les implantations d'entreprises, les attentes des porteurs de projets. Est-ce que de l'autre côté, vous avez mesuré aussi ce qu'attendent les Français qui vivent dans ces centres-villes ou autour, dans la zone? Qu'est-ce qu'ils demandent, eux, et est-ce que ce qu'ils demandent est la réalité de leur, de leur pratique? Ouais. Voilà. C'est peut-être ce qu'on évoquait tout à l'heure entre la différence entre ce qui est annoncé parfois dans les enquêtes, etc., et puis la réalité de la consommation. Est-ce que Nicolas voulait... La question est intéressante parce qu'évidemment, alors nous on fait, par notre pratique, on fait beaucoup d'enquêtes, ce qu'on appelle consommateurs, donc pour essayer de comprendre ce qu'attendent nos publics cibles dans nos centres-villes. Et évidemment, on rêve tous, enfin, ce qui arrive toujours, c'est on veut une poissonnerie. Moi, en 20 ans, j'ai ouvert 2 poissonneries dans des centres-villes. Donc évidemment, il y a une dichotomie entre ce que souhaite l'habitant, le consommateur, et puis sa pratique réelle. Et en même temps, c'est aussi une richesse d'avoir des consommateurs qui aujourd'hui, Amy a appelé ça une consommation un peu hybride, mais on va autant consommer chez le producteur local que dans des grandes chaînes de distribution. Et c'est ça qu'il faut bien appréhender, et c'est surtout ça qu'il faut offrir à nos consommateurs si on veut qu'ils restent dans notre centre-ville. Donc pas opposer finalement ces deux modes de consommation, mais bien indiquer qu'ils sont complémentaires et finalement tout le monde fait les deux. Sinon on ne répond qu'à une partie du public. Ouais. Merci Nicolas. D'autres questions? Très bien, merci à tous pour votre écoute. Bonne soirée. Merci beaucoup.